Bonjour Marion. Bonjour Mélissa. Donc on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de la 11e édition de l'ODI, donc l'Observatoire du développement international, qui va porter spécifiquement cette année sur comment est-ce que les groupes français s'organisent en Afrique. Et on va décliner cette thématique sous 3 angles, dont un angle RH pour lequel nous échangeons aujourd'hui. Tout à fait. Donc je vais te poser un certain nombre de questions. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses nous faire part de ton expertise et partager avec nous les retours d'expérience tirés notamment de tes interactions avec tes clients, donc au sein de l'entité Middle East Afrique du cabinet Morgan Phillips. Moi, ma question, ça allait vraiment être pour quel bénéfice, quel intérêt justement à favoriser le recrutement d'un RIPAT versus un expatrié, voire même une compétence ou un profil locale. national. Exactement. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. La problématique au tout début, il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière, quand les entreprises ont commencé à pointer du doigt le potentiel RIPAT, c'était d'abord pour résoudre une équation de coût budgétaire. En se disant, voilà, forcément, le coût sera moins élevé, le salaire sera moins élevé. Et je pense que là, avec les années, on a vu qu'il y avait une mauvaise compréhension d'un point de vue salaire, coût du RIPAT, parce qu'il faut raisonner sur cette problématique-ci vraiment de manière globale en cost company. Et on y reviendra certainement plus tard, mais aujourd'hui, dans le phénomène de rétention, on voit que les packages sont eux aussi assez protéiformes. Mais je pense que le premier choix, c'était de se dire, super, on va résoudre une problématique de coût, ça va clairement coûter moins cher que l'expat international. Voilà. Ça n'a pas toujours été effectivement une vérité. Donc ça a continué à cheminer, à mûrir. Ensuite, on a eu une approche qui était vraiment, je pense, de réflexion de masse sur on va africaniser toutes les filiales. Et donc certains groupes y sont allés un peu à marche forcée parce que ce n'était pas dans leur ADN immédiat, parce qu'en fait, ils maîtrisaient mal les codes. C'était quoi le déclic au-delà de la notion purement économique? C'était de se dire... Certainement un effet de mode au début, soyons clairs, parce que... Ils voyaient des bons exemples. Je pense que le discours ambiant était aussi de dire il faut favoriser le retour de la fuite des cerveaux, il faut accélérer le développement du continent africain, la diaspora, et là, les RIPAT sont là, ils veulent revenir. Donc on les prend de masse. Je pense que oui, effectivement, il y a eu un effet de mode, d'entraînement. Après tout, si ça marche chez mon voisin que je croise au MEDEF ou au Océane, pourquoi ça ne marcherait pas chez moi? Et donc là, on a eu ce phénomène un peu de massification, qui malheureusement n'a pas été, on va dire, anticipé, géré de la même manière au sein de tous les groupes. Certains groupes étaient en fait tout à fait prêts à cette nouvelle typologie de collaborateurs, et puis d'autres en fait n'avaient pas du tout mûri ce qu'était un RIPAT et ce qu'ils allaient pouvoir lui proposer, comment ils allaient le retenir. Et donc forcément, les succès ont été beaucoup plus faibles. Et je pense qu'en revanche, maintenant, on est vraiment rentré depuis... quand même au moins les 5 dernières années, dans une logique des groupes qui se disent les RIPAT sont très très bons en fait, et il faut pouvoir proposer à leur attention des chemins de carrière qui sont construits, qui sont logiques et qui vont effectivement leur permettre de réellement s'inscrire dans la durée dans nos groupes.